Bienvenue à tout le monde pour les rendez-vous économiques et je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour la découverte de cette émission. Donc là, il est pile poil 8h30, donc l'émission démarre à 8h30 et on devrait normalement finir pour 10h. Un petit rappel des règles d'usage. Je vous remercie de mettre vos téléphones en mode avion parce qu'on a beaucoup de micros sans fil et ça risque de créer quelques perturbations. Merci de ne pas fumer, de ne pas vapoter, mais je vois qu'il n'y a pas de fumeurs dans la salle, donc c'est parfait. Merci de ne pas filmer non plus, parce qu'on a des caméras pour ça, vous verrez après les vidéos. Mais si vous souhaitez, vous pouvez prendre des photos. Vous pouvez prendre des photos pendant le tournage. Et puis merci au moment des interviews de ne pas parler trop fort, de ne pas parler juste à côté de l'interview. Vous allez voir qu'il y aura des interviews ici, au niveau du stand. Mais on va aussi se déplacer vers vous et on va réaliser quelques interviews autour des manches debout. Donc à venir dans l'émission, il va y avoir une dizaine d'interviews. Chaque interview va durer 5 minutes. Il va y avoir un moment qu'on appelle la punch minute en 60 secondes, si vous avez envie d'intervenir et de raconter une histoire vécue, voilà, qui vous est arrivée, pas forcément liée à votre entreprise, mais voilà, une histoire vécue dans votre vie, vous pourrez en parler en 60 secondes. Après, on va mettre en avant une association, donc normalement c'est l'association Avançons Ensemble qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui ont pris un petit peu de retard. Et puis ensuite, il y aura les moments interconnexion. Alors les moments interconnexion, c'est juste nous qui avons imaginé un moment pour vous créer un cadre, pour pouvoir échanger entre vous, où justement les échanges, ce sera sur l'objectif du partenariat. Comment arriver à créer des partenariats ensemble? Eh bien, vous nous direz comment ça s'est passé. Donc les rendez-vous économiques, c'est une émission qui est essentiellement réalisée, produite par ses partenaires et qui est composée d'une équipe de nombreuses personnes, de techniciens, dont parmi eux il y a Tom, le réalisateur de l'émission, qui lève la main gauche, merci Tom. Il y a Antoine, pardon, non, ils ne s'appellent pas tous Tom. Remarquez, ce serait plus facile, mais autrement c'est Antoine. Qui est donc cadreur. Il y a Pascal avec qui je vais partager les interviews. Lève la main droite, Pascal. Voilà, merci. Il y aura aussi Alexandre Godard, qui est notre monsieur cinéma. Donc il va nous parler de cinéma dans le cadre d'une interview de 5 minutes. Comment ça se passe le cinéma? Et je crois que j'ai oublié personne. Un petit remerciement spécial à Catherine Thibaudot, qui a invité un petit peu de monde pour cette émission et qui représente donc les femmes de Bretagne. Yes, Catherine. Donc vous pouvez retrouver toutes nos vidéos. Alors, pour rappel, un publi-reportage va être réalisé sur cette émission. Donc vous allez tous passer sur ce publi-reportage qui sera composé d'extraits, d'interviews et puis d'images réalisées pendant cette matinale. La vidéo et toutes les interviews, vous pourrez les retrouver sur notre chaîne YouTube, lesrendez-vous-économiques.tv, la web TV, qui s'appelle aussi lesrendez-vous-économiques.tv. Et on a aussi quelques médias qui nous suivent, dont un, c'est Actu Ouest, voilà, qui diffuse quelques vidéos. Et donc, les rendez-vous économiques, il y a 3 clés dans les rendez-vous économiques à retenir. Est-ce que tu les as retenues, toi, Pascal, les 3 clés des rendez-vous économiques? Alors moi, j'ai pas beaucoup de mémoire, mais toi, tu dois les connaître par cœur. Alors on va t'écouter. Ah, il est malin, c'est Pascal, hein. On peut l'applaudir. Hein. Bravo. Hein. Je penserai à te redire la même chose, moi aussi, la prochaine fois. Donc, les 3 clés, c'est la production de vidéos, la diffusion de ces vidéos et puis les rencontres professionnelles. C'est aussi l'occasion de rencontrer, d'échanger avec d'autres professionnels dans un autre cadre, un cadre plus convivial et moins formel. Donc pour rappel, les rendez-vous économiques, c'est une émission TV nomade, c'est-à-dire qu'à chaque émission, 2 fois par mois, on va se retrouver dans un lieu différent, un lieu atypique de la région nantaise ou de Loire-Atlantique, comme ici, un espace de coworking dans un lycée. Je crois que c'est le seul, à ma connaissance, en Loire-Atlantique, en Pays de la Loire, peut-être même dans toute la France. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Donc nos valeurs, c'est la convivialité, les échanges, le partage, le respect mutuel. En un seul mot, Pascal? La connexion. La connexion. La connexion. Ça aurait pu être la bienveillance, mais connexion, c'est pas mal. Non, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Hein. En toute bienveillance. Exactement. Et nos engagements. Nos engagements qui sont donc de créer les événements, de produire des vidéos et puis d'organiser des rencontres. Et on le fait donc 2 fois par mois, on essaye de réaliser, d'arriver à cette prouesse. Et donc là, pour le premier interview, je vais demander à Frédéric Tessier et Christophe Blondel de venir me rejoindre pour pouvoir présenter l'espace Cowork Notre-Dame. Frédéric Tessier, est-il par là? Ah d'accord, une urgence au téléphone. Bon, écoute, c'est pas grave, hein. Je vais te demander de te mettre juste là.
Tu as le micro, je vais te demander de parler vers le micro, voilà, comme ça. C'est Tom qui va gérer le micro. Alors vous allez vous apercevoir qu'à chaque début d'interview, je vais commencer chaque interview de la même manière. Donc si vous vous dites, tiens, j'ai déjà entendu ça, il se répète, eh ben, c'est normal en fait, puisqu'on va découper les vidéos en capsules et donc il y aura la même présentation à chaque fois, donc ne soyez pas surpris. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au Cowork Notre-Dame, au Leroux Botreau, et l'émission est réalisée sur le thème « Entrepreneur, quel est votre challenge ? Par quelles étapes êtes-vous passé pour arriver là où vous en êtes ?» Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Blondel, animateur du Cowork Notre-Dame. C'est bien ça ? Exactement, bonjour Philippe. Ouais. Bonjour Christophe. Alors, quoi consiste exactement ta mission au sein du Cowork ? Alors, cette mission, en fait, elle est d'animer cet espace, hein, donc de créer cette communauté donc, autour de salariés et d'indépendants qui sont à proximité dans le vignoble nantais. Voilà, donc avec Frédéric Tessier qui nous a mis à disposition cet espace, eh bien, nous nous rejoignons ici régulièrement avec quelques personnes. Donc la mission, c'est effectivement, comme aujourd'hui, de créer des rendez-vous pour que les personnes puissent se rejoindre et développer leur activité économique et être en lien aussi avec le collège qui est juste à côté. D'accord, justement, comment ça marche le lien avec le collège et comment vous est venue l'idée de créer un espace de coworking au sein d'un collège ? Alors Frédéric Tessier donc, pourra en parler effectivement tout à l'heure. Cette idée, en fait, c'était de faire se rejoindre la communauté des collégiens et des enseignants et les entrepreneurs pour créer des interactions entre ces deux mondes. Ce sont des interactions en fait, qui ne se retrouvent nulle part ailleurs. Et donc c'est aussi pour cette raison que cette initiative est assez originale en fait. Tout à fait, ça permet donc d'enrichir aussi bien les collégiens que les entrepreneurs et de faciliter les rencontres, peut-être, j'imagine. Exactement. Là, chaque collégien arrive à trouver un stage d'entreprise ? Oui, c'est facilement. Et puis, les parents jouent le jeu aussi, hein, parce qu'en fait, certains parents, en tant que changent en fait de rôle, ils sont aussi avant tout des professionnels et ils viennent en fait aider les enfants, notamment par exemple, à préparer des entretiens. D'accord. Alors pour pouvoir participer, être adhérent au Cowork Notre-Dame, il faut avoir un profil particulier, il faut être parent d'élève ? Alors, ça peut être effectivement parents d'élèves, mais ça peut être surtout donc, des salariés qui n'ont pas forcément envie d'aller à Nantes en fait, le matin et veulent s'économiser en fait, ce trajet. Donc, tout simplement, ils viennent là, comme dans tout espace de coworking, pour retrouver d'autres salariés qui peuvent être en télétravail ou des indépendants comme moi, donc, qui viennent justement créer du lien, s'entraider, partager des choses et puis effectivement développer leur réseau économique. Okay. Et puis aussi travailler. Exactement, oui. Là, vous pouvez travailler bien dans sûr. Un espace libre, il y a aussi des bureaux fermés. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement dans le cowork ? Alors, donc le cowork Le cowork est donc réparti en plusieurs espaces. Vous avez en fait une grande partie qui est réservée donc à des rendez-vous, on va dire, de plus grande taille, donc ce qu'on appelle le Media Lab. Ici, on a un espace ouvert dans lequel, effectivement, les gens viennent en nomade, en mobilité. Et puis, on a des bureaux fermés qui permettent, par exemple, de faire des formations ou de faire des entretiens individuels. Ou de recevoir un client, par exemple. Exactement. Ça fait partie, effectivement, du scope en fait, de l'espace de coworking Notre-Dame. De pouvoir permettre le développement du business et puis aussi il y a aussi des événements qui se passent dans ce cowork ? Oui, effectivement, l'un des premiers événements qu'on a organisé avec Frédéric Tessier, c'est donc une journée porte ouverte au mois de janvier, où une vingtaine de personnes en fait, nous ont rejoints et ont permis en fait, de faire connaissance. Donc il y en a certains effectivement qui sont revenus aujourd'hui, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis d'entamer aussi d'autres rendez-vous, comme celui de ce matin évidemment. Le prochain, ça sera le 1er avril, un midi, où justement, ça sera, je pense, un élément, enfin on espère, fondateur un petit peu de la communauté. Hein. Donc la communauté, c'est vraiment important. Ce sont les gens en fait qui s'ancrent dans l'espace et des gens du territoire qui viennent et qui sont intéressés justement pour se rencontrer régulièrement. Donc quotidiennement, ou en tout cas dès qu'ils peuvent, quoi. D'accord, donc une vingtaine de personnes vous ont rejoint dans l'espace de coworking, mais la première personne, c'est bien Frédéric Tessier. Donc Frédéric Tessier, le directeur de l'établissement. Bonjour. Et fondateur également du Cowork Notre-Dame. Alors j'en reviens à la question que j'ai posée tout à l'heure, mais comme c'est vous le fondateur,
Comment c'est venu cette idée de créer un espace de coworking au sein de votre collège? Parce que quand vous l'avez créé, donc vous étiez là le chef d'établissement déjà. Voilà, je suis le chef peut-être. d'établissement. Je suis le chef d'établissement du collège Notre-Dame au Robotro et de l'espace coworking. Et donc en 2019, à l'occasion de la création d'un nouveau bâtiment dans lequel nous sommes ce matin, nous avons réfléchi à que faire du rez-de-chaussée, quel sens donner aussi et quelle ouverture donner au collège sur son territoire. Et nous est venue l'idée de rapprocher, parce que c'est ça qui fait sens en fait, rapprocher le monde de l'entrepreneuriat, le monde des porteurs de projets et le monde des jeunes, le monde de l'éducation, le monde de la formation. Deux mondes qu'on dit souvent très éloignés, et c'est vrai, hein, entre les jeunes qui sont très éloignés de ce que c'est que les métiers d'aujourd'hui, hein, les métiers en forte mutation, et les professionnels, les porteurs de projets. Et on s'est dit que ça avait sens pour les enfants que de rapprocher ces deux mondes pour créer des interrelations bénéfiques pour les deux en fait. Et pour les élèves, mais aussi pour les adultes qui nous rejoignent et qui viennent travailler de temps en temps. D'accord. Alors si on devait en un mot, en quelques mots, donner envie aux entrepreneurs, aux salariés de venir vous rejoindre au Cowork Notre-Dame, qu'est-ce que vous diriez? Alors je leur dirais dans un premier temps que dans l'espace périurbain du Lorobotro, c'est innovant. Hein, les espaces de coworking, on a été parmi les premiers dans le territoire, hein, dans les communes environnantes, à créer cet espace qui évite d'aller sur Nantes, qui évite d'aller sur la grande métropole et de travailler à proximité de chez soi. Ah, ça, c'est le premier avantage. C'est travailler, mais pas loin de la maison. Premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que l'équipement permet de travailler dans des bonnes conditions. Il y a l'autonomie avec les badges, le système de réservation en ligne, le petit parking aussi qui permet cette facilité. Et puis l'autre avantage, grâce à Christophe notamment, c'est aussi, je viens travailler, mais je viens aussi rencontrer une communauté. Je viens croiser des enseignants, je viens aussi échanger. On essaye de créer la communauté, on essaye de créer, de faire vivre aussi cet espace de coworking qui est aussi un espace de réseau, de relations, de rencontres. Ok, parfait. Et comment est-ce qu'on retrouve le Cowork Notre-Dame sur Internet? Très facilement. Je pense qu'on est assez bien référencé. Cowork Lorobotro, coworking, voilà. Notre-Dame, qui est un mot-clé puisque c'est le nom du collège. Voilà, on est ce qu'on appelle aussi, ça apparaît sur Internet, un tiers-lieu pédagogique. Tiers-lieu pédagogique, c'est-à-dire un espace qui mixte le coworking, mais aussi qui est pour les jeunes qui viennent de temps en temps. On a une mini-entreprise ici, par exemple, des élèves de 3e qui vivent toutes les étapes de la création d'une entreprise. C'est EPA, Entreprendre pour apprendre. Et donc, il y a des interrelations qui se font. Il y a des tournages de petites séquences vidéo aussi qui peuvent se faire ici. Donc, les enfants aussi, parfois, peuvent bénéficier de l'équipement de l'espace. Ok, parfait. Bien, merci beaucoup. Pour finir, une dernière question. Je vais vous demander, en un mot, de résumer un peu votre expérience de cette émission, des rendez-vous économiques, en regardant bien à la caméra. Si vous aviez juste un mot à dire, et puis je vous demanderai aussi à vous, Christophe. C'est la question que je vais poser à tout le monde, toutes les personnes qui sont sur Internet. Un mot pour résumer l'expérience? Oui. Tu fais en premier peut-être? Merci. Extraordinaire. Ah oui, un truc comme ça. Oui. Moi je dirais, allez, ça fait deux mots. Une très belle rencontre. Une rencontre des mondes en fait. Et c'est ça qui fait sens pour moi en tant que directeur d'établissement de 750 jeunes, de rencontrer des entrepreneurs, des porteurs de projets, des gens qui créent, qui innovent. On est à 24 mots là déjà. Ça c'est le côté professeur. C'est ça, ouais, c'était bien parti. Donc voilà, je laisse la parole à Christophe. Christophe, on regarde dans la caméra là. Oui, donc les deux mots, c'est la collaboration et le partage. Ok, super. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Désolé pour le retard. Oui, vous inquiétez pas. J'ai eu une urgence scolaire. Ça arrive, bien sûr. Alors maintenant, on va parler de thérapie du corps et d'esprit au service de l'alignement et du rééquilibre de vie. Mais avec qui va-t-on en parler, Pascal? Bonne question. Bonne question. Parce qu'on a deux. Voilà, donc c'est Christelle. Christelle Rousseau, Qui je va vous demande ouvrir. de venir nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre ici. Voilà. Là, juste Très, en très face. Là.
On changera après, on bougera. Et après, Parce on que, changera après. voilà, on bougera Voilà. un petit peu. Dans ce sens-là, dans l'autre sens, qu'est-ce que Dans tu- ce sens-là, c'est pas mal, puis tu peux te mettre Voilà, là. je vais me mettre ici. Non, ici. Oui, oui. Ah. Parfait, merci. Parfait, parfait. Donc, c'est bon. Il me dit quand on démarre. C'est Tom qui donne le feu vert. Il est en rouge, mais il va donner le feu vert. Tu voulais pas l'autre jour faire un tout petit pitch d'entrée pour chaque Philippe? Ah oui, je me demandais si tu regardais Antoine ou C'est moi. à toi que je parle. Je C'est savais à toi pas que je trop, là. parle. Oui. Tu te rappelles? Tu avais tout refait après pour chacun? Oui, mais non, tu fais comme ça peut d'habitude. le faire, Non, tu ça fais peut le comme faire. tu veux, ça Bon, peut ben le on faire. démarre. Très bien. Donc, ce sont les gars du Loroux qui nous ont accueillis tout à l'heure. Je pense que ça fait une référence historique à certaines personnes ici. Et on va switcher maintenant vers les femmes. Et puis, donc, à nouveau, un remerciement par rapport à Madame Thibaudot qui fait profiter cette émission par rapport aux femmes de Bretagne. Donc, le trait d'union, les gars du Loroux vers les femmes de Bretagne. On accueille ce matin Christelle Rousseau. Alors, la thématique de ce matin, c'est le mot challenge. Mhm. Et il me semble que dans ce que vous mettez en place, donc ça a déjà été premièrement un challenge pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors le challenge, si j'ai effectivement par rapport à l'entrepreneuriat, bah oui, parce qu'il a fallu passer par ce qu'on appelle plus communément un burn-out. Et c'est effectivement mon sujet aujourd'hui d'aider les gens à pouvoir se reconnecter entre le corps et l'esprit, parce qu'à un moment donné, quand on n'écoute plus les signaux de son corps, ce qui était mon cas, donc pour l'avoir vécu des années durant, parce que c'est très insidieux, très pernicieux, ça démarre par des petites choses qu'on n'écoute pas, et à un moment donné, bah, la vie s'arrête, c'est-à-dire que on ne peut plus se lever, on ne peut plus bouger, et on se dit, là, il se passe quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors évidemment, on évite le pire, hein, c'est la bonne nouvelle, on est toujours en vie, et à partir de là, bah, une évidence pour moi, c'était d'arrêter ce que j'étais en train de faire, à savoir que j'ai donné des années durant avec un grand bonheur et plaisir dans la formation professionnelle, donc ça me parle d'être ici aussi aujourd'hui, ça a vraiment du sens de découvrir ce joli lieu, et du coup de me lancer comme thérapeute pour vraiment relier le corps et l'esprit par deux méthodes. Alors justement, on va en parler. Oui. Effectivement, vous vous êtes challengé pour changer de dimension professionnelle. Tout à fait. Et bizarrement, les gens qui viennent vers vous ont la même demande. Alors comment ça se passe? Comment vous les aidez à atteindre leur propre challenge? Alors déjà, c'est des prises de conscience parce que beaucoup, et c'est là tout l'enjeu aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens encore ne se rendent pas compte que tout est en nous. C'est-à-dire que l'extérieur, c'est bien, mais la vie ne se passe pas qu'à l'extérieur, elle se vit à l'intérieur. Et c'est à demande de l'observation et d'écouter ce qui se passe dans notre corps. Parce qu'en fait, on a plein de signaux, je le rappelle encore, et qui veulent dire des messages. Et à un moment donné, quand on les écoute plus, là, ça s'affole dans tous les sens. Et c'est à ce moment-là que ils tirent la sonnette d'alarme en disant je me sens pas bien, je vais pas bien, je suis en pleine déprime, je dors plus. Enfin, toutes les thématiques possibles que l'on peut traiter en thérapie. Alors justement, les outils, vous en avez parlé un tout petit peu, est-ce que vous Voilà. pouvez nous présenter les deux outils principaux que Tout vous à mettez en fait. place? Alors aujourd'hui, je suis certifiée sophrologue, où là, c'est vraiment une méthode psychocorporelle où on va faire travailler au travers d'exercices qui sont par des mouvements lents et souples, tout à fait avec de la respiration contrôlée, accompagnés de contractions et de relâchements musculaires qui permettent vraiment avoir un ensemble de ressentis qui peuvent être aussi bien physiques, mentaux, émotionnels, et également des visualisations positives pour faire émerger de nouveaux ressentis plus exactement. Et dans un second temps, donc là je suis en cours, donc là je finalise tout un cursus qui sera terminé mi-juin donc de cette année sur une méthode qui est psycho-énergétique qui s'appelle l'EFT, qui est une méthode américaine reconnue dans les années 80 qui permettent de faire à nouveau circuler l'énergie du corps par l'appui de points d'acupuncture sur nos méridiens. Et à partir de là, on essaye de libérer les fameuses émotions, non pas négatives, mais dites désagréables, pour mieux vivre et retrouver à nouveau une harmonie en nous. Alors ce matin, on est un réseau. Oui. Et vous-même, vous avez joué la carte du réseau, parce que je crois qu'en début d'année, Oui. vous avez organisé une petite manifestation à l'occasion. Vous avez joué la carte du réseau avec d'autres
psychothérapeute en fait. Alors tout à fait, puisque j'ai le plaisir de recevoir mes clients au cabinet chez Joya, qui se situe à Nantes, 62 boulevard Jean Ingres, donc entre Saint-Herblain et Nantes, puisqu'on est vraiment à la frontière de Saint-Herblain. Et on a eu lors de cette porte ouverte l'occasion de pouvoir apporter en tout cas une possibilité à tout le monde tout le monde pouvait venir pour découvrir nos pratiques. Et c'est un centre de coworking également qui rassemble un ensemble de thérapeutes avec des méthodes différentes ou homologues, mais on n'est pas toujours sur les mêmes thématiques, qui est vraiment très très sympathique. Donc je vous invite évidemment à aller sur le site de chez Joya où vous aurez l'ensemble des thérapeutes aujourd'hui présents. Donc vous jouez la carte de la complémentarité, donc je voulais souligner cet aspect. Tout à fait, tout à fait. L'interconnexion, on en reparlera tout à l'heure. Complètement. Alors un mot par rapport à votre expérience, là, tout de suite, le mot qui vous... Alors quand on m'a proposé, j'avoue que j'ai dit oui, parce que moi j'ai dit oui à beaucoup de choses, je suis plutôt entreprenante. Et puis j'ai rencontré aussi moi mon petit challenge intérieur, donc je me suis appliqué mes propres méthodes pour me sentir mieux. Donc je suis ravie d'être là ce matin, puisque ce que j'ai entendu précédemment correspond aussi moi à l'enjeu de rapprocher les gens. Donc si on doit effectivement parler en quelques mots des choses, le mot partage, le mot bienveillance, c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Voilà. Merci beaucoup. Et puis c'est vrai qu'on est quand même un certain nombre à être souvent dans l'esprit, dans le mental, etc. Donc merci à votre profession de nous ramener à nos corps. Exactement. C'est important. Je peux juste terminer par une jolie phrase que j'ai vraiment retenue de Gandhi qui disait que l'aliment justement était la force de nos pensées, de nos actes et de nos paroles. C'est-à-dire que si tout est aligné, si tout a un sens et pas à contresens, comme dire on rame, et bien là tout est cohérent. Et c'est là qu'on parle aussi d'alignement et de se sentir bien et que ce soit fluide. Eh ben merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci. Oui. Donc je vais enchaîner. Alors dans les challenges, il y a des challenges d'entrepreneurs. Donc vous connaissez le challenge de créer une maison. Déjà faire construire une maison, créer une maison, c'est déjà un sacré challenge. Mais une maison qui switch, comment ça se passe ? On va en parler avec Marilyn André. Marilyn André qui est donc fondatrice, initiatrice, sous vos applaudissements, initiatrice de la maison qui switch. C'est bien ça ? Je ne suis pas trompé, c'est ça Philippe. On est parti. Feu vert. Ah non. Voilà. Tout ça, c'est rien que pour toi. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au Cowork Notre-Dame, au Laurent Botreau, et l'émission est réalisée sur le thème « Entrepreneur, quel est votre challenge ? Par quelles étapes êtes-vous passé pour arriver là où vous en êtes ?» Et pour en parler, justement, j'ai le plaisir d'accueillir Marilyn André de la Maison qui Switch. Marilyn André. Bonjour Philippe. Ça va bien ? Très bien. Bon, alors la Maison qui Switch, ça devait être un sacré challenge pour pouvoir oser se lancer dans ce concept. Oui, le challenge, c'est de partir d'une idée toute simple, qu'on a déjà beaucoup de choses dans une maison, qu'on est beaucoup d'entrepreneurs à travailler de chez nous et qu'on est aussi beaucoup à risquer l'isolement du travail à la maison. Et ce challenge, c'est de partir de cette idée simple et de la transformer en modèle économique, la transformer en entreprise. Donc avoir en fait déjà l'audace d'y aller et ensuite de persévérer. Ça fait 3 ans déjà que je suis sur l'idée. Et on est toujours dans l'exploration de ce concept à petite échelle. Donc il faut tenir sur le temps. Il faut tenir sur le temps, mais tu viens de dire un mot intéressant, tu as parlé d'audace. Tu as parlé d'audace, tu as parlé de modèle économique, mais avant ça, donc, il y a d'abord l'audace, mais avant le modèle économique, il faut arriver déjà à en parler. J'imagine que tu en as parlé autour de toi, il faut arriver à convaincre. Est-ce que c'est facile de convaincre quelqu'un dans son premier réseau, dans son deuxième cercle, d'un projet qu'on veut initier ? Le premier réseau, non. La famille, les amis, surtout pas. Enfin, en fait, on le fait naturellement. Faut pas leur en parler. On le fait. Alors, non, mais notre entourage le plus proche n'est pas le premier, ou en tout cas les meilleurs conseillers.
On n'a pas forcément une famille d'entrepreneurs, on n'a pas forcément des amis entrepreneurs et on n'a pas non plus dans notre entourage plus proche la cible qu'on visait à atteindre. Donc en fait, selon moi, l'entourage le plus proche n'est pas le meilleur des conseillers, en tout cas au départ. Donc il ne faut pas rester sur un avis peut-être un petit peu freinant de notre entourage proche et il faut aller s'immerger dans les réseaux comme tu le proposes avec les réseaux économiques ou pour ma part, j'en ai parlé en tout premier, c'était dans le réseau des mampreneurs, les mamans entrepreneurs, il y a 3 ans. Et on peut être dans un cadre bienveillant entre entrepreneurs. On est tous passés par les difficultés d'explorer son idée, avoir peur de parler de son idée. Et on est du coup dans cette écoute qui te permet de parler de ton projet sans la projection, tous les freins qui peuvent y avoir, puisqu'on est tous dans le même bateau. On a tous des projets à monter et on a tous des projets à porter. D'accord, c'est ça. Et donc, ça t'a permis de te libérer des freins et puis d'aller vers les bons contacts? Ça se fait pas à pas. Ouais. Ça se fait marche après marche. Donc effectivement, petit à petit, tu prends confiance dans la recevabilité de ton projet. Petit à petit, tu élargis justement ces différents réseaux. Tu parles, tu trouves des mentors, tu trouves des coachs, tu dépasses tes peurs. Et petit à petit, ton projet prend naissance. Tu crées l'entreprise, tu trouves les premiers clients et tu façonnes l'entreprise à plus grande échelle. Tu crées le puzzle à plus grande échelle. Donc aujourd'hui, on a 5 maisons dans le réseau. 5 maisons qui switchent? 5 maisons qui switchent dans le réseau, sur 3 départements. On dit la maison qui switch, alors on dit les maisons qui switchent. En fait, on dit le réseau des maisons qui switchent. Et le réseau des maisons qui switch et derrière les maisons qui switch, on a des homers super sympas qui vous accueillent avec le sourire, le café, comme ici au Cowork Notre-Dame. Et bien dans une maison qui switch, on est aussi accueillis avec le petit déjeuner à l'entrée. on a l'espace partagé, on a un espace confidentiel pour s'isoler, recevoir ses clients, passer une visio, être confort. Parfois à la maison, on ne trouve pas ce confort de travail et cette capacité à se concentrer. Parfois, on peut avoir un souci internet, on peut avoir des travaux à proximité de chez soi, on peut avoir tout un tas de choses qui peut nous distraire dans notre journée de travail. Et l'espace coworking de proximité, qui peut être une maison qui switch, peut y répondre. D'accord, en tout cas c'est un très beau projet, une très belle entreprise qui dure. Donc tu as oublié de dire que la première maison qui switch, c'était ta maison. D'abord, pour pouvoir tester, tu l'as testé sur toi-même, voir si dans le vécu, dans la durée, c'était pérenne, ça pouvait fonctionner. Tu connais bien le projet, toi, Un petit peu, puisqu'on a fait une émission aussi là-bas. Et on a travaillé, oui, ça fait aussi 3 ans que toi, tu as créé ton projet. On ne va pas inverser l'interview. On a 3 ans aussi. Mais bon, là, on est là pour la maison qui switch. Donc, tu as su mettre en place un modèle économique, en tout cas, essuyer les pots cassés, pour permettre aux gens qui te rejoignent maintenant de leur dire, voilà, maintenant, comment ils vont faire? Là, tu sais maintenant de quoi tu parles. Ça doit donner une drôle d'impression de se dire, ah, ça y est, maintenant j'ai une expérience derrière moi. Cette année, en fait, la vraie réussite, c'est que la maison qui switch est devenue une marque qui se paye, qui va s'acheter et qui va se diffuser. Donc ça, c'est le vrai changement. Et c'est aussi un outil web que je suis en passe de communiquer à plus large échelle pour collecter un peu plus de candidatures et puis accueillir beaucoup plus de homers dans le réseau pour répondre à un maximum de besoins sur les territoires. D'accord, donc j'entends les mots changement, outils web, il y en a un que tu n'as pas dit et qu'on ressent quand tu t'exprimes, c'est la fierté. La fierté d'avoir des parties de rien et d'avoir créé quelque chose qui justement parle aux gens, leur parle, c'est ça. Ouais, ça c'est vrai. Fierté, mais alors fierté dans l'humilité. Ouais, ah bah oui. C'était pas le cas au départ. Et je le dis aujourd'hui, en fait. Quand tu as une idée qui semble être explosive, t'en parles avec emphase et tu es nourri de tout cet enthousiasme. Mais attention au déséquilibre. Et aujourd'hui, je suis davantage dans cet état d'esprit de structurer, d'avancer pas à pas et de poser les fondamentaux, revenir sur les fondamentaux pour s'assurer que le projet à plus grande échelle soit solide. D'accord. Bravo, belle expérience en tout cas. Où est-ce qu'on retrouve la maison qui switch? Comment on fait si je veux revenir te voir, réserver un espace dans une maison qui switch, comment je fais?
on a le site lamaisonquiswitch.fr. Et sinon, tu tapes coworking sur Google. Si tu as une maison qui switch à proximité, tu tombes assez rapidement sur le Homer qui tient cette maison. Et tu peux réserver facilement en ligne. Réserver en ligne, réserver pour un petit déjeuner, accompagné de fournisseurs, de clients, de collaborateurs, et puis profiter du réseau. Exactement. Donc on peut on peut réserver son espace de travail, mais on peut aussi animer son événement. Donc aujourd'hui, ce sont les Homers qui proposent leurs événements type petit déjeuner, co-lunch ou after work dans les maisons qui switch. Mais aussi, on ouvre la possibilité aux workers, donc ceux qui s'inscrivent et qui bénéficient des services de la maison qui switch, de proposer aussi eux leur événement et laisser la latitude et la liberté aux Homers de les contacter pour qu'un atelier s'anime chez eux. Donc en fait, vous avez aussi pour vous tous ici une plateforme qui vous permet de vous rendre visible sur votre proposition de valeur et proposer votre proposition de valeur sous format d'atelier de 2 ou 3 heures dans une maison qui switch. Et c'est le Homer ensuite qui vous contacte pour vous dire voilà, votre activité me plaît, j'ai envie d'en parler davantage, venez la semaine prochaine pour votre atelier ou dans 3 semaines. Parfait, merci beaucoup. Une dernière question. Est-ce que tu peux me dire en un mot une expérience des rendez-vous économiques? Comment tu trouves les rendez-vous économiques? En un mot et regardez la caméra là. En un mot? Ouais, il faut dire un mot. Extraordinaire. Bluffant. Inattendu, surprenant. Pas mal, ça fait 2 mots. Merci beaucoup, c'était Marilyn. Merci Marilyn. Alors maintenant, nous allons passer au moment interconnexion. Alors qu'est-ce que c'est que les moments interconnexion, Pascal? Le moment interconnexion, tout simplement, vous êtes un certain nombre. Alors, il y a un réseau qui est important, qui est le réseau Femmes de Bretagne. On va demander à ce réseau-là, justement, de s'éclater par rapport il y a des manches debout, donc vous en avez 1, on va 2, nous mettre 3, autour des manches 4, debout. Parce qu'il y a 5. les cartes de visite. Voilà, on a 5 manches debout. Si vous avez vos cartes de visite, ça va être le moment. Donc, ce serait bien que ce réseau soit plutôt représenté que par 2 personnes. Voilà. On va Allez-y, vous demander pouvez venir ici. au moins à un homme de rejoindre ces réseaux-là. Ah oui. Voilà, puisque nous sommes minoritaires. Donc là, il y a déjà un homme à Je vais en cette table-là, faire tu ne peux pas partie, venir si là, vous voulez Jacques. bien. Oui. Et donc l'idée, c'est d'échanger nos cartes. Vous avez une dizaine de minutes pour faire connaissance, échanger vos cartes de visite. S'il vous plaît, les enfants. À table. Ouais, bravo. Bravo. Il joue trop le jeu, là. La vraie équipe connexion. Ouais. On va redémarrer. On redémarre. On redémarre. Je vous remercie. Et on va reprendre tout à l'heure. Il y aura un autre moment interconnexion. C'est parti. Tom, j'ai le feu vert de l'homme en rouge. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au Cowork Notre-Dame, au Loro-Botro, et l'émission est réalisée sur le thème entrepreneur. Quel est votre challenge? Entrepreneur, on a des challenges, mais les associations aussi. Gérer une association, c'est également un challenge. Et c'est pourquoi j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ringo Pereira, président de l'association Avançons Ensemble. Bonjour Ringo. Bonjour. Donc, comme il vous l'a dit, je suis Ringo Pereira, l'association Avançons Ensemble. Je suis président déjà depuis 12 ans de différentes associations. Donc, on parle de challenge. Le challenge, c'est de montrer, quand on n'y voit pas, qu'on arrive à faire aussi bien que les autres. Donc, tous les jours, il faut essayer de se dépasser. Et puis, les autres aussi se dépassent après derrière. Sinon, l'association Avançons Ensemble a pour but l'inclusion entre les personnes valides et handicapées dans les loisirs, la culture et les sports. Et surtout, on essaie de favoriser la différence, car la différence, c'est une force. La différence est une force, c'est bien amené. Je vais donner la parole maintenant à Sébastien. Alors Sébastien, quelle est ta mission au sein de l'association ? Alors bonjour à tous, je suis Sébastien. Donc moi je fais partie de l'association Avançons Ensemble. Donc
Donc je fais du tandem tous les lundis, mais aussi, entre autres, je suis masseur bien-être donc, à l'Institut Valérie, 9 boulevard Joliot-Curie à Nantes. Donc je propose des massages bien-être donc, sur différentes techniques de massage que j'ai appris à l'Institut Léo Thébaudière, donc à Vertou, un institut de malvoyants et de non-voyants, parce que je suis malvoyant moi-même. Et je propose aussi des massages sur chaises ergonomiques aux entreprises, voilà, qui énormément en demande en ce moment. Voilà. Merci Sébastien. Et Markovic, qui est également membre de l'association Avançons Ensemble et qui va nous parler de ses différentes missions. Pardon. Oui, bonjour. Donc moi, c'est Markovic Larkovic, c'est mon nom de scène. Je suis musicien. Je suis adhérent et bénévole au sein de l'association Avançons Ensemble. Et donc, comme je disais, je suis musicien et intermittent du spectacle. Voilà, c'est mon métier. Et j'interviens. Ça m'arrive d'intervenir aussi dans des entreprises pour animer des CE, des choses comme ça. Quand il y a l'apéro après. Oh, il y a l'apéro, mais alors on n'y est pas encore là. Non, on n'y est pas encore, c'est pas l'heure, c'est un peu tôt. Mais on est déjà dans le vignoble, donc on est en avance. Ah, c'est vrai, oui, on est pas très loin, ouais. Et voilà, donc au sein de l'association, je co-anime des permanences le mardi après-midi et des fois le jeudi matin, mais surtout le mardi après-midi. Et j'essaie justement d'amener le côté culturel en faisant découvrir de la musique, écouter de la musique que les gens n'ont pas l'habitude d'écouter. Donc ça peut être du jazz, de la musique du monde. Je suis très branché musique du monde, musique des Balkans notamment. Voilà. Parfait, merci Markovic. Merci On va à toi. redonner la parole à Ringo. Alors Ringo, les actions de Avançons Ensemble, quelles sont-elles? Alors, Avançons Ensemble, on fait beaucoup de sports handivalides comme du torbal, du goalball qui est paralympique, du shodan. Donc ces sports sont en compétition. On fait également des sports loisirs comme du tandem, du blind tennis. On fait également aussi, comme disait Marc, on fait comment ça s'appelle, des permanences. Donc ces permanences qui nous permettent de créer des moments conviviaux, prendre un petit café, faire des jeux de société, des choses comme ça. On fait également, ça s'appelle les différences d'ailleurs, donc je trouve ça c'est une sorte de fierté aussi. C'est-à-dire on parle un petit peu de toutes les différences qu'il peut y avoir. Par exemple des gens qui sont LGBT, des gens qui sont handicapés, qui ont des maladies, des gens qui ont des migrants. Donc on essaie de parler de tout ça, parce que quand on connaît tout ça, après on peut en parler et on peut se faire sa propre opinion. Quand on ne connaît pas, des fois on dit un peu n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est un atelier que j'aime beaucoup. Sinon on fait des sensibilisations aussi. On fait des dîners dans le noir, on fait une heure dans mon appart, on fait de l'escape braille. Donc on essaie de faire de sensibilisation parce qu'on est un peu entrepreneur, on veut essayer de pouvoir un peu se débrouiller par nous-mêmes. Donc on recherche, si des entreprises veulent bien venir nous faire des sensibilisations, ça serait bien, ou des dons aussi. Mais on recherche également aussi des gens pour nous accompagner visuellement, pour venir faire du tandem. Parce que comment ça se passe exactement cet accompagnement avec des valides? Accompagnement valide, donc c'est des tandems où il y a un valide et puis il y a un non-voyant. Voilà, on met le non-voyant devant et puis le non-voyant devant et c'est pour ça que du coup il n'y a plus de pilote. Voilà, c'est ça. Non, en général, donc ils ont une petite formation, on leur fait une petite technique de guide, justement ça on fait la sensibilisation pour apprendre un petit peu comment guider une personne déficiente visuelle ou sourde, parce qu'on a d'autres handicaps, mais des valides aussi parce qu'on mélange vraiment tout le monde. Et donc après on part sur les routes. Par exemple hier on était avec Anne-Marie qui est là, merci Anne-Marie de nous avoir amenés aujourd'hui, et on est parti sur le bord de Loire, on a découvert tout un petit jardin avec des tulipes, c'était magnifique, puis des chevaux, tout ça, donc c'était très agréable. Et bien c'est un moment de partage, vraiment un vrai moment de partage, surtout quand il fait beau comme ça, c'est très, très agréable. C'est surtout du partage, c'est ça, beaucoup de partage. Beaucoup de partage. Voilà. Qu'est-ce qui fait l'itinéraire? C'est un peu au gré du jour. Je veux dire, c'est vous, l'association, qui décide ou c'est le pilote? Non, on décide quand même ensemble, on décide ensemble. On avance ensemble, on décide ensemble. Oui. Voilà, c'est ça. Vous avancez, vous décidez ensemble. Voilà, c'est ça. Il faut peut-être changer le nom alors. Avançons et décidons ensemble. Oh non, après, il y en a, c'est buvons ensemble qui voulait. Buvons ensemble, ah oui. Voilà, c'est ça. Non, parce qu'on a fait une soirée sur la Bretagne le mois dernier, donc voilà. Sinon, il y a d'autres choses. Donc, nos bénévoles nous aident aussi pour nous amener justement sensibilisation dans les championnats, parce qu'on va là par exemple on va à Strasbourg, on doit aller à Valence, on doit aller encore Paris, on va un petit peu partout pour les compétitions, donc on a besoin de gens qui nous guident, donc c'est plutôt sympathique, et puis pour arbitrer aussi. Et puis après des fois pour le moins marrant,
pour tout ce qui est administratif aussi, parce qu'il faut passer par là, faire des dossiers de subvention, tout ça, donc on a toujours besoin. Et également, voilà. Sinon, après, je propose aux gens, s'ils veulent venir nous découvrir, de venir prendre un petit café ou une soupe aux cailloux, voilà, donc venir nous voir. Laisser un petit mot sur YouTube, s'abonner à YouTube, ou voir, je sais pas, il y aura peut-être un petit affichage avec nos coordonnées dessus. On vient avec ces cailloux? Ah oui, avec ces cailloux. Je vous raconterai l'histoire de la soupe aux cailloux pour ceux que ça intéresse. Ok. Comment on fait pour vous retrouver? Donc on tape Avançons Ensemble. Avançons Ensemble. Alors Ensemble avec un A-N-S-E-M-B-L-E, parce que c'est Avançons Ensemble. Et donc si vous allez nous trouver, notre page Facebook, tout ça, vous verrez, c'est un petit logo avec 5 petits cercles et un cœur au milieu avec des gens qui s'attachent les mains. Donc je donne un petit peu le logo, parce que c'est ce qui représente un peu en un mot. On m'a demandé, j'ai fait un article, on m'a demandé qu'est-ce qui représenterait le mieux l'association. C'est le logo finalement, parce qu'il représente un peu toutes les valeurs de l'association, l'écologie, l'handicap, les hommes, les femmes, les enfants, voilà, tout ça. Et l'inclusion. Et l'inclusion, oui, vraiment, les différences même, voilà, la réunion des différences. La réunion des différences, parfait. Merci beaucoup Ringo. Merci. Ringo. Merci à toi. Merci Ringo. Parfait. Alors, on repart. Alors, on va redémarrer. Merci beaucoup en tout cas pour cette séquence associative. On repart sur l'économique. Oui, on repart sur l'économique. Avec qui repartons-nous sur l'économique? On va se mettre là. On va se mettre ici. Alors, on est itinérant. Hein. Ouais, on est bouge, itinérant. on aime bien bouger nous. Ça c'est et on va demander à Caroline de s'approcher. Alors, on a Noël. deux Caroline. On a deux Caroline. On a deux. Alors c'est Caroline Noël. Caroline Noël. Alors. Voilà. Donc, c'est Donc, Caroline on a une Noël qui caméra fait. là. Oui. L'autre, elle est où? Là. D'accord. On est en train de se cadrer. Donc Caroline Noël, que fait-elle comme activité Caroline Noël? Rappelle-nous Alors, en quelques mots. Caroline Noël. Alors moi, ça m'a un peu surpris parce que je me suis dit, je connaissais pas trop. C'est assez fascinant. Elle est blogueuse littéraire, mais pas que. Blogueuse littéraire, mais pas que. C'est intriguant. Alors on va enlever ça. Hop. Parfait. Vous allez nous dire quand c'est OK. Le micro. C'est OK, mais pas que. Le micro. Le micro. Il est plutôt de ce côté-là. Voilà. Comme ça. Comment? Vas-y Tom. Comme ça. Comme ça. OK. Ouais, c'est Voilà. Après, des fois, le son, des fois, les gens bougent. Ouais, je suis pas sûr qu'on est bien. Très bien. Pour tout le monde. Mais bon, voilà, à moins qu'on ait quelqu'un. N'hésitez pas à vous décaler, hein, voilà. Parce que du coup. Oui. Voilà. Donc vous allez nous dire si c'est OK, c'est bon. Voilà, on va faire connaissance. Alors moi, je suis très content de rencontrer Caroline, puisque bon, j'étais professeur de français pendant 25 ans. Et donc, moi, je n'ai pas écrit de livre, mais environ 10 000 articles de presse, comme mon camarade là-bas, puisque j'étais aussi correspondant de presse. Donc, je suis content de rencontrer une personne qui est au bout de son projet. Ce sera la première question. Merci Caroline Noël. Vous êtes blogueuse littéraire. Vous avez créé une structure qui s'appelle Caro Bookin. C'est un univers qu'on ne connaît pas forcément. Effectivement, c'est très en poupe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'être blogueuse littéraire? Bonjour. Alors oui, avec grand plaisir. La littérature, c'est ma passion. Et effectivement, depuis quelques années, il y a de nombreux blogs qui fleurissent sur Internet. Le blog, c'est un outil assez facile en fait à manier, si tant est qu'on s'y intéresse un minimum. Et surtout, en fait, ça permet de partager avec le plus grand nombre. Moi, j'adore lire et j'adore parler des livres qui m'ont plu, parce que ce que j'aime dans la vie, en fait, c'est donner envie de lire. Et du coup, je me suis aperçue qu'au début, je discutais avec mes copines, mes grands-mères, ma maman, et puis des collègues de boulot. Et puis, au fur et à mesure, en fait, je me suis aperçue que tout le monde lit. Le livre est encore le cadeau le plus offert à Noël, il faut le savoir.
En confinement, de plus en plus de gens ont lu, se sont mis à lire peut-être même, ont retrouvé le plaisir de la lecture. Et voilà, moi ce que j'aime, c'est partager, échanger avec d'autres passionnés, ou pas d'ailleurs, un lecteur occasionnel ou régulier, confronter nos avis. J'adore par exemple quand il y a un livre qui ne m'a pas plu, et découvrir quelqu'un à qui il a beaucoup plu, et échanger pourquoi l'un et l'autre. Voilà, je trouve que c'est vraiment très plaisant. Donc j'ai créé mon blog littéraire parce que j'avais envie de partager avec le plus grand nombre. Et puis surtout, j'ai une passion, c'est l'écriture. Donc voilà, vous en parliez tout à l'heure. Je lis des livres et je cherche ensuite les bons mots pour en parler. Voilà, je prends le temps, j'adore le français. Et donc je prends le temps d'écrire avec les bons mots, à ne pas faire de fautes d'orthographe. Et puis à faire des belles photos parce que l'avantage du blog, c'est qu'effectivement, on met en avant sur le fond et sur la forme. Et puis voilà, petit à petit, donc j'ai créé mon blog il y a 6 ans. Et petit à petit, j'ai créé une communauté. Donc sur le blog, j'écris des chroniques sur les livres que j'ai lus, je réalise des interviews. Et puis en dehors du blog, parce qu'il y a aussi la vraie vie, j'anime des rencontres littéraires. Voilà, je suis aussi modératrice littéraire. Alors justement, le business model, comment il fonctionne? Parce que le blog, c'est pas forcément quelque chose qui est lucratif. Ah non, donc c'est pas du tout rémunérateur le blog. Voilà. Il ne faut pas créer un blog pour gagner de l'argent. Alors moi j'ai une histoire un peu particulière. J'ai travaillé 15 ans dans la communication et le marketing. Et puis il y a 8 ans, j'ai eu une interruption brutale dans ma carrière professionnelle. Et là je me suis retrouvée avec du temps, beaucoup de temps libre. Et je me suis demandé ce que j'allais en faire. Surtout, j'ai beaucoup réfléchi parce qu'en fait, je fais partie de ces femmes d'aujourd'hui qui courent tout le temps et qui ne se posaient pas trop de questions. Et tant qu'on ne se pose pas de questions, en fait, on avance. Et puis un jour, tout s'arrête et on se dit, mais finalement, quelles sont mes priorités ? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour être alignée avec moi-même, pour avoir un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle ? Qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que j'aimerais faire demain parce qu'il me reste encore beaucoup de temps à travailler. Et là, en fait, j'ai d'abord fait une chose, c'est que le rêve de ma vie, c'était d'écrire un roman. Donc j'ai écrit et fait publier mon roman. Ensuite, on est parti à l'étranger pendant 1 an avec mon mari et mes enfants pour découvrir autre chose et s'enrichir. Et puis j'ai créé ma société qui tourne autour de 3 pôles, parce que forcément, il faut aussi gagner sa vie. Ouais. Donc il y a un pôle littéraire, qui est évidemment pas le pôle le plus rémunérateur. Mon blog est entièrement gratuit, disponible, accessible. Je ne gagne pas d'argent. En revanche, évidemment, j'interviens dans des structures comme des librairies, des bibliothèques, médiathèques ou des salons du livre sur lesquels je facture des prestations pour tout ce qui est modératrice, justement. Je fais une autre activité qui est en fait de la formation en enseignement supérieur, du BTS au master. J'enseigne des techniques de rédaction sur le web, de la digitalisation et justement comment tenir un blog, par exemple. Et puis, j'ai des clients en direct pour lesquels je fais du consulting en stratégie éditoriale. Voilà, donc tout ça en fait c'est mon univers professionnel. J'ai trouvé mon équilibre justement dans mon business plan parce qu'il faut bien que je gagne ma vie, mais il faut aussi que j'ai des moments de décompression, des moments où on fait un métier passion. Le métier passion ne suffit pas aujourd'hui, mais du coup j'arrive à faire à peu près tout ça en même temps. Alors, vous parliez des différents moments que vous évoquiez et que vous animez, et il y a un moment un petit peu particulier, on en a entendu parler un tout petit peu tout à l'heure, c'était de la notion d'apéro, qui intéresse beaucoup de gens, et justement vous animez des apéros littéraires. Alors, est-ce que ça a le vent en poupe ? Comment ça marche un apéro littéraire ? L'apéro littéraire fonctionne pour les 2 mots. Pour la littérature, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment lire, et pour l'apéro, parce qu'on aime lire, mais on aime aussi passer des moments conviviaux. Et alors l'apéro littéraire, en fait, il est venu de mes abonnés du blog. Quand j'ai créé le blog, c'était juste un échange sur Internet, et certains abonnés, alors moi je viens de la région de Mulhouse, en Alsace, m'ont contacté en disant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'organiser et faire ça en vrai ? Et je me suis dit, bah oui, évidemment, quitte à faire quelque chose en vrai, on va faire quelque chose de convivial. Et donc tout ça, c'était avant le Covid. Et on a commencé à contacter donc, différents lieux de culture, que ce soit des librairies, des médiathèques, des cafés littéraires, par exemple, lors desquels, en fait, on se retrouve à un petit groupe de passionnés. Soit chacun apporte un petit truc à grignoter et à boire, soit c'est la structure qui nous prépare les choses. Et puis bah voilà quoi, je présente les derniers livres qui m'ont plu, on réagit, on boit un verre et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne bien partout. Forcément avec le confinement, on a trouvé d'autres manières d'animer des apéros littéraires en ligne par exemple, chacun avec son petit verre derrière sa caméra. Mais voilà, ça reprend, l'activité reprend. Et alors moi je viens d'arriver dans la région.
Et effectivement, on a par exemple un club lecture type apéro littéraire demain matin. Donc voilà, je souhaite développer ce concept dans cette région et je compte sur vous pour venir y participer. Eh ben, merci beaucoup. Alors, on va parler d'autre chose et c'est un petit rapport avec l'endroit où on est. À nouveau, tout à l'heure, on a entendu parler des gars du Loroux. Les gars du Loroux, on est juste à côté des Mauges, on est à la porte de la Vendée. Le symbole de la Vendée, le double cœur. On sait que les gars du Loroux étaient effectivement partie prenante et ils auraient pu prendre le titre de votre livre pour se donner du cœur à l'ouvrage. Haut les cœurs. Ah oui, Est-ce mais que vous nous c'était mon parlez mot de la fin. Haut les cœurs. Alors allez-y, parlez-nous-en. J'ai autre chose pour le mot de la fin. De l'expression ou de mon livre? De votre livre, voilà. Alors, racontez-nous. Alors effectivement, j'avais un rêve, l'un de mes rêves dans ma vie, c'était d'écrire un roman. Parce que quand j'étais petite, en fait, j'aimais pas lire du tout. J'avais vraiment la phobie d'ailleurs. Vous savez, ces gros pavés qu'on vous oblige à lire en 4e et que vous n'arrivez pas à lire et du coup vous culpabilisez. Et puis en classe de première, j'ai eu une prof de français qui m'a dit, tu sais, les livres, c'est comme ton assiette en fait, à table. Si tu n'aimes pas, t'es pas obligé de finir. Et du coup, j'ai essayé plein de livres. Et puis finalement, en essayant, on y prend goût. Et du coup, je me suis, dans un coin de ma tête, je me suis toujours dit que j'aimerais écrire moi-même une histoire parce que j'aimerais raconter une histoire. Et puis, j'avais jamais le temps avec mon travail et tout ça. Donc, quand je me suis retrouvée sans travail, je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Donc voilà, j'ai travaillé, j'ai réfléchi à une histoire, je l'ai construite de A à Z. C'est aussi beaucoup de discipline, hein. C'est pas que la création et le domaine artistique, on a l'impression que parfois tout tombe du ciel. Pas du tout, en fait, il faut être quand même très organisé, très structuré. Et puis surtout, j'ai eu la chance effectivement de trouver un éditeur, les éditions Charleston, qui font aujourd'hui partie du groupe Albin Michel, qui m'a aidé à retravailler mon texte pour le rendre meilleur, qui l'a référencé, qui l'a diffusé en librairie et qui m'a permis pendant 1 an de participer à des dédicaces en librairie et à des salons du livre. Voilà, début avril, il y a le printemps du livre à Montaigu. La première fois que j'y suis allée, c'était en tant qu'autrice. C'est une expérience inoubliable, magnifique, merveilleuse. Alors en parlant d'expérience, c'était intéressant parce qu'il y a pas mal de commentaires justement sur vous et sur votre personnalité. Vous êtes passé à l'acte d'écrire un roman, mais vous aviez aussi un projet qui était de faire un voyage au long cours. Et effectivement, vous avez des admirateurs, admiratrices sur le fait que vous faites ce que vous dites. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce défi, ce challenge que vous aviez de partir dans le Grand Ouest américain? Alors, aujourd'hui, on est dans un monde où il faut savoir parler anglais, malgré tout. Et puis moi, quand j'étais petite, j'ai habité 2 ans aux États-Unis pour le travail de mon père. Donc c'est vraiment un point de force. Simplement, j'ai un mari et des enfants qui étaient encore assez jeunes, les enfants. Et donc, ils ne parlaient pas très bien anglais, ou pas du tout encore. Et effectivement, quand on a eu coup sur coup une interruption dans notre carrière professionnelle, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on repart tête baissée dans des expériences professionnelles, ou est-ce qu'on se dit que pour une fois, on fait un break, on respire et on utilise l'argent qu'on a mis de côté depuis qu'on travaille pour faire quelque chose d'exceptionnel. Et effectivement, on s'est dit qu'on allait partir à l'étranger pour apprendre l'anglais, c'était l'objectif premier, et puis pour découvrir autre chose, parce qu'en fait, on tourne vite dans son quotidien et sa routine, et on ne se rend plus trop compte de ce qui se passe ailleurs. Et effectivement, partir pour apprendre l'anglais, on avait plusieurs possibilités. On a choisi de partir 3 mois aux États-Unis, où on a fait un road trip à l'américaine, on a atterri à Miami, on a traversé 15 000 km pour arriver à Seattle. On a fait l'école à nos enfants quand même, parce que nos enfants n'ont pas été déscolarisés, donc on avait un peu d'activité. Et puis ensuite, on s'est installé à Vancouver, en Colombie-Britannique, pour être en immersion totale en pays anglophone, où là, on prenait des cours d'anglais et on s'est investi dans des missions de bénévolat pour faire comme toutes les personnes qui étaient présentes là-bas. Et on ne regrette pas, parce que c'était avant le Covid, donc à peu de choses près, en fait, quand c'est un projet d'une vie, hein. Quand on préparait ce projet, on imaginait plein de problèmes qui pouvaient arriver. Jamais on n'avait pensé à un problème de Covid. Et on a eu de la chance de pouvoir le faire avant. Et voilà, depuis, on est revenu enrichi, parce qu'on grandit aussi, mûri, je pense. Et puis surtout avec une ouverture pour voir comment se passent les choses ailleurs. Et aujourd'hui, en fait, depuis que je suis rentrée, j'ai vraiment développé mon entreprise depuis le retour qui était en 2020. Voilà, j'ai vu plein de choses bien qui m'ont plu. Et j'essaye d'en tenir compte, en fait, dans ma façon de faire. Je disais tout à l'heure, je suis aussi enseignante, je suis formatrice en enseignement supérieur. J'essaye de partager mon expérience avec les étudiants parce que c'est cette nouvelle génération et parce qu'on vit dans un monde compliqué et il faut pouvoir s'ouvrir, il faut pouvoir s'inspirer. Voilà.
Moi, je suis très ouverte et j'aime tout ce qui est positif, tout ce qui est audacieux. Tout à l'heure, on parlait d'audace. J'aime beaucoup l'expression haut les cœurs parce que je trouve qu'elle donne cette envie, mais il y a aussi une autre expression que j'aime beaucoup, c'est qui ose gagne. Je trouve que dans la vie, on se met souvent des barrières et finalement, quand on ose, on gagne souvent. Pas toujours, mais l'échec fait partie de la vie. Mais de toute façon, si on n'ose pas, on ne pourra pas gagner. Alors vous vouliez garder ça pour le mot de la fin. J'aurais bien préféré donner le mot de la fin à Ada, Jess et Mila. Tout à fait. Alors, je voudrais savoir où ils en sont, eux. Où Alors, ils en sont. Ada, Jess et Mila sont les 3 copines de Chloé, qui est mon héroïne dans Haut les cœurs. Oui, écoutez, elles sont toujours là, en fait, en moi. L'idée de départ, c'était en fait d'écrire l'histoire d'une amitié forte et de faire peut-être un tome sur chacune des 4 nanas. Entre-temps, la vie a repris son cours. J'ai développé mes activités professionnelles et il faut que je retrouve du temps pour moi, pour pouvoir continuer. Mais elles sont toujours dans ma tête et j'écris tous les jours, en fait. Je prends tous les jours des notes pour construire chacune leur histoire. Et puis, en fait, on évolue, on grandit aussi. Donc, j'ai d'autres histoires qui me viennent, j'ai d'autres personnages qui me sont venus. Voilà, il faut que j'arrive à organiser tout ça pour pouvoir le mettre sur papier et revivre peut-être cette belle expérience un jour. Voilà, parce qu'en fait, l'idée c'est de faire une saga finalement. Il y J'adore aurait eu les une sagas. saga. Donc les grandes sagas, on les connaît, c'est Zola, c'est Balzac. Ouais. Et donc on parle des pavés, on rappellera quand même qu'il y en a 20 chez les Rougon-Macquart. Et effectivement, la vision de Zola, c'est pas tout à fait celle que vous partagez, puisque vous c'est vraiment haut les cœurs. Donc, je vais vous laisser quand même le mot de la fin. Quel serait votre mot pour ce matin, celui que vous nous offrez? Eh bien, ce matin, je dirais la passion. Parce que finalement, je crois que c'est ce qui nous guide dans notre vie. Et c'est ce qui nous réunit. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci. On va parler de cinéma avec, pour parler de cinéma, quoi de mieux que d'appeler Monsieur Cinéma, parce qu'on a Monsieur Cinéma dans l'équipe. Où est-il, Monsieur Cinéma? Il est derrière moi. Je t'ai fait une blague. Ah, ouais, c'est ça, c'est vrai. Alors, donc, Monsieur Cinéma, on va baisser un peu le micro. On va le mettre pas trop bas non plus. On va le mettre plus bas Je suis peut-être. petit, ça ira plus vite. Ah Il est là là. sympa. Alors, c'est un petit numéro qu'on a préparé à l'avance. On croit que c'est... mais en fait, tout est écrit à l'avance. Ah oui. Et Tom aussi est dedans, en fait. Il est là, en fait, Alex. Ah, je me mets là. Bon, d'accord. Allez. Ok. 1, 2, 1, 2. Donc, la minute... Alors, ça s'appelle la Minute Cinéma, mais évidemment, ça va durer un peu plus d'une minute, parce qu'on le sait tous, Alexandre est un grand bavard. C'est C'est ça. un peu ça. Donc, la Minute Cinéma avec... je commence, hein, c'est bon? Ouais, ok. La Minute Cinéma avec les rendez-vous économiques et Alexandre Godard. Donc, Alexandre Godard, d'abord. Alexandre, bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour, Alexandre. On est au mois de mars. Ouais, ça me Et pourtant, tu vas nous projeter au mois d'octobre. Pourquoi Ouais, ça? au mois d'Octobre Rouge. Octobre Rouge. Octobre Rouge, à la poursuite d'Octobre Rouge. Alors, explique-nous ça. Alors, à la poursuite d'Octobre Rouge, c'est un bouquin à la base. Un bouquin qui est sorti en 1984, écrit par le très célèbre Tom Clancy. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un écrivain américain qui a écrit beaucoup de livres sur les complots, etc., qui a fait beaucoup de choses sur les agents secrets. Et il a écrit un livre, donc à la poursuite d'Octobre Rouge, dont le personnage principal est Marco Ramius. Marco Ramius, interprété par Sean Connery dans le film de John McTiernan. C'est ça, qui était en plein comeback, puisqu'il avait eu une grosse période de creux. Fin des années 70, début 80, il avait fallu qu'il joue dans Le Nom de la Rose et Highlander pour revenir sur le devant de la scène. Mais avant ça, il était tombé vraiment en désuétude totale. Un vrai challenge pour le James Bond, donc du coup, de Total remonter challenge. sur le devant de la scène. C'était aussi un challenge pour Alec Baldwin, dont c'était le deuxième gros film, puisque son tout premier, c'était quand même Beetlejuice, Mhm. qui Il fait reste un dire film 3 fois. culte. Beetlejuice, Beetlejuice, Bah, si tu Beetlejuice, veux, c'est mais ça. moi je fais pas. D'accord, ok. À moins que tu veux mettre le bazar sur ton plateau, c'est toi qui vois. Non, c'est vrai. J'ai dit que 2 fois, je crois. Ouais, tu arrêtes-toi deux Ouais, fois. je m'arrête 2 fois. Sinon, il y a Candyman, mais c'est autre chose. D'accord, ok. prochaine fois. C'est un film avec un casting complètement fou, puisqu'on a donc Alec Baldwin, Sean Connery, pour ceux qui connaissent un peu Scott Glenn, Sam Neill juste avant Jurassic Park. Nous avons quelques têtes bien connues du cinéma américain. Et ce film va donc raconter comment le sous-marin Octobre Rouge va passer du côté russe au côté américain. Parce que là, il y a un vrai challenge en fait. Hein. Alors, le challenge de Marco Ramius, c'est effectivement de partir de Russie en disant j'aime plus le régime communiste, dans une période de guerre froide, parce que ça se passe aux alentours de 1984-85 dans le livre. Et l'idée, c'est d'arriver à
à passer du côté des Américains. Mais évidemment, les Russes et les Américains ne communiquent pas beaucoup à cette période-là. Et la difficulté, c'est de se faire comprendre et d'arriver à débarquer là-bas, aux États-Unis, sans se faire tirer dessus. C'est ça. Enfin, par un autre sous-marin, c'est plus des Par petites balles, hein, c'est du un gros autre missile sous-marin, c'est nucléaire. qu'il décide de faire technique de la terre brûlée, comme il expliquait. Cortés, il explique dans le film, Cortés, quand il est débarqué en Amérique du Sud, il a brûlé tous ses bateaux, il a dit à ses hommes, maintenant si vous voulez repartir, c'est cuit, il faut aller devant. Et lui, il a fait pareil. Il a envoyé une lettre en disant, j'ai l'intention de vous trahir, je pars devant. Et il n'a pas brûlé le sous-marin, par contre. Non, non, d'accord. non. De toute Ouais, façon, attendez, il y a pardon. beaucoup trop d'eau autour. Et Et le truc, c'est que ce sous-marin se retrouve avec, entre le marteau et l'enclume, d'un côté les Russes qui le poursuivent, de l'autre les Américains qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ce fou furieux qui vient débarquer chez nous? Surtout qu'en plus, le sous-marin est un sous-marin nucléaire avec des têtes nucléaires. aussi. C'est un peu dangereux. Des têtes un peu partout. Donc. Des têtes il y a un des peu têtes partout. pensantes et des têtes nucléaires. Et, c'est les, ça que nous dit. et les têtes pensantes, c'est bien ça qui va justement être le gros challenge de Marco Ramius. Puisque, comme tout professionnel, vous avez un challenge. Lui, son challenge, c'est d'arriver à communiquer avec les Américains pour leur dire « Je viens en paix. Je débarque avec une arme nucléaire de premier plan, mais je débarque en paix. Comment je vais faire ?» Et son challenge, c'est donc de faire un pari sur l'intelligence de ses adversaires et de ses alliés. C'est un film qui met l'accent sur la manière dont les gens vont réagir en fonction des événements. Il y a ceux qui sont intelligents en sachant reconnaître celle des autres. C'est notamment le rôle de Scott Glenn qui est un vrai cow-boy. Ce que Marco Ramius, dans le film, dit « Pourvu qu'on tombe pas sur un cow-boy, c'est le genre de personne qui dégaine, qui tire et qui pose des questions après. » Ça va pas nous aider. Mais il a l'intelligence d'écouter son expert, son oreille d'or, qui lui dit « Ça, c'est un bruit qui est un peu bizarre, on peut suivre le sous-marin. » Et il a l'intelligence d'écouter Alec Baldwin, qui débarque en pleine tempête d'un hélicoptère, en plein milieu de la mer, en se disant « Pourvu qu'il y ait un sous-marin pour me récupérer. » C'est velu. Velu. C'est velu, ouais. Ok, d'accord. Velu. Non, C'est mais velu, bien. c'est Pas exprès. facile à placer comme mot, mais Ah, je l'ai dans fait, ce hein. contexte-là, Camoulox, effectivement. Oui. là, j'essaierai une prochaine fois un nom de Pokémon. Ok, d'accord. Donc, vous l'avez compris, le challenge aussi, puisque Alexandre Godard est également réalisateur de vidéos, il fait du cinéma d'entreprise. Et là, le challenge, quand tu fais tes films, eh bien, c'est un peu ça. C'est de proposer à tes clients, de dire, bah voilà, quand vous faites votre film, vous dites, je viens en paix. Je viens en paix. Voilà, je viens en paix. C'est un peu Pour les ça. autres cinéphiles. Voilà, c'est ça. Je viens en paix, mais je viens aussi faire en sorte que votre message soit perçu par vos clients, et ceci en comptant sur leur intelligence. Vous connaissez la célèbre expression, il ne faut pas prendre les gens pour des Voilà, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi qui ne sont pas Il y en a qui sont même très intelligents, et c'est ces gens-là qu'il faut aller solliciter, et il faut avoir le bon message, il faut avoir la bonne attention, la bonne attitude, et en créant votre message de manière intelligente, vous allez faire appel à l'intelligence de vos clients, et ils feront appel à vous. Voilà votre challenge, et voilà le nôtre aussi. D'accord, et puis surtout le tien. Merci, oui, Ok. tout à fait. Merci beaucoup Alexandre. C'était Alexandre pour la Minute Cinéma. Pour cacher ça. On met ça. Je sais pas. Ça ira bien. Où est-ce que se met Servan? Ça va comme ça? On refait un temps après Servan? Non. Non? On continue? Servan, ouais. Le temps d'interconnexion, non? Ça va être Oh, juste. Ça va être juste. ouais, on fait Servan, Caroline, et puis après on fait un temps d'interconnexion. D'accord. Parce qu'il reste. Est-ce que tu vas pas être embêté avec les reflets là? Il reste Non. Caroline et Marielle. Ah, il faut vraiment vous rapprocher du micro. Servan. D'accord. Attends, je vais enlever ça aussi. Hop. Je me pousse. Je me pousse encore. On t'en fait deux à suivre là. T'es sûr? Ouais. Faire une interconnexion entre les deux, on finit par les deux derniers. Mais là, il n'y a plus que deux interviews là. Après, il n'y a plus rien. Oui, justement. Interconnexion. Entre les deux. Ouais. Ah oui? Juste après. Ça serait pas mal. Bon. Alors, Servan. C'est bon? C'est bon? Moi, on me demande pas si c'est bon. Non. Bon, bah, c'est bon quand même. Très bien. C'est bon, tu me donnes le top. Donc Servan Pouvreau, merci d'être venu ce matin avec nous au rendez-vous économique. Vous êtes sophrologue. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, a priori, vous avez une patientèle particulière, une clientèle particulière, et vous vous adressez aux mères de famille?
quelle est votre relation spécifique et votre expérience par rapport au fait de pouvoir venir en aide aux mères de famille? Bonjour, donc moi j'interviens auprès des mères épuisées en fait parce que j'ai fait un épuisement maternel. J'ai été, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pleinement maman à 100%. Et en fait, au fur et à mesure que mes enfants ont grandi, ont eu un peu moins besoin de moi et je me suis retrouvée un petit peu toute seule, un petit peu à être obligée de m'occuper entre guillemets. Et du coup, je me suis retrouvée perdue. Et je me suis reconcentrée pour savoir qu'est-ce qui pouvait m'aider à passer ce cap qui était un peu difficile pour moi. Et j'ai rencontré la sophrologie à ce moment-là, je me suis formée. Et à l'heure actuelle, j'aide les mères épuisées à pouvoir reprendre confiance en elles, justement, côté professionnel et côté personnel. Et dans ces mamans, il y a aussi des chefs d'entreprise. Donc, quelle est votre démarche justement pour accompagner des gens dans leur propre activité professionnelle, en fait, se sentir mieux pour être plus efficace? Comment ça se passe avec ces personnes? D'abord, je travaille en individuel, donc en cabinet, et puis elles viennent, on échange d'abord pour voir un petit peu quelles sont leurs difficultés. Et puis après, je leur propose de pouvoir travailler sur leurs problématiques et à travers des exercices, à travers des visualisations et voilà, et un dialogue. Et en fait, on a le commentaire de vos clients, certains donc sont là dans la durée, oui. Et on voit les changements s'opérer petit à petit. Comment ça se passe pour vous d'avoir le retour, le feedback du fait que les outils mis en place ont de la réussite? Qu'est-ce que ça génère chez vous? Ça me montre que ça fonctionne. Ça a fonctionné d'abord sur moi, mais ça montre aussi aux autres, aux personnes que j'accompagne, que ça fonctionne et que c'est important de pouvoir avoir au quotidien des objets, comment dire, des choses qui leur permettent de pouvoir avancer, de pouvoir refaire tout dans leur quotidien pour pouvoir évoluer encore plus à chaque fois. En fait, vous leur apprenez donc des postures, donc c'est un rapport avec la respiration, c'est un rapport avec le corporel, c'est des choses qu'ils peuvent faire tout seuls ensuite? Oui, je leur apporte des outils et ils le répètent en fait, parce que la sophrologie, ça fonctionne aussi que s'il y a de la répétition, que s'il y a un travail personnel de leur part. Et la répétition fait qu'ils avancent aussi et ça leur permet de prendre confiance en eux, de pouvoir avancer. En fait, on a tous traversé une période un peu particulière. Vous avez créé votre activité légèrement en amont. Oui. Donc c'était quand même assez... voilà, on a entendu pas mal l'année 2019 autour de nous. Là, on entendra un petit peu plus tard aussi cette année-là. Pas mal de gens ont mis des choses en place en 2019 et la pandémie juste après. Comment vous avez vécu ça, vous, de votre côté, en tant que thérapeute? Ça n'a pas été facile parce que justement, juste avant cette pandémie, je me suis installée en avril 2019. En décembre 2019, je commençais à avoir pas mal de personnes qui venaient me voir et d'un seul coup, tout s'est arrêté. Je me suis aidée d'un réseau professionnel avec lequel je travaille. Qui est sur Internet aussi, qui m'ont permis de pouvoir mettre des choses en place. J'ai continué à faire évoluer mon entreprise, à me montrer et travailler personnellement pour pouvoir me faire connaître. Et donc, l'émission d'aujourd'hui, c'est le challenge. Là, maintenant, 2022, 2023, comment vous voyez les choses? Vous vous fixez des objectifs? C'est quoi votre challenge pour 2022? Mon challenge, c'est de se montrer, de me faire connaître, qui n'est pas forcément facile, de se mettre en avant pour pouvoir expliquer ce que je fais et ce que je propose aux personnes. Et en fait, c'est intéressant parce que là, aujourd'hui, on a pas mal de gens qui sont présents et j'ai entendu certaines activités. Tout à l'heure, on a fait un moment interconnexion et moi, j'ai pu aussi prendre un certain nombre de cartes. Il y a des gens qui sont spécialisés justement dans l'accompagnement à la connexion parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Merci beaucoup. Et puis merci à Philippe puisque Philippe nous permet des moments d'interconnexion. Merci beaucoup, Servane. Merci.
Voilà. Je vous propose un deuxième temps d'interconnexion. Je vais vous demander tout à l'heure, il y a 2 groupes qui ont joué le jeu. Il y avait un groupe ici et il y avait un autre groupe un peu plus convivial là-bas. Je vous demande de bien vouloir recréer 2 autres moments et on aura les 2 dernières interviews juste après. On reprend un moment d'interconnexion. Vous pouvez ressortir vos cartes. Alors on va démarrer. Je vais demander à Muriel de me rejoindre. Muriel, tu peux venir rejoindre mon collègue Pascal. Je me mets comment là? Et l'émission va reprendre pour les dernières interviews. Alors les dernières, c'est ici. C'est là, on avec revient Pascal. par là. C'est celui qui agite la main au-dessus de la tête. Et on va vous demander de vous rapprocher, s'il vous plaît. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous pour pouvoir bien entendre. Alors Muriel se met comme ça, je me mets comme ça. Ouais. Ou l'inverse. Muriel se met comme ça. Non, parce qu'avec la fenêtre, D'accord. ça va pas faire. Donc plus ici. Ouais. Voilà. Alors, on va parler d'atouts. Allez-y, avancez-vous parce que sinon vous êtes peut-être pas bien entendre. Avancez-vous. C'est un ordre. n'hésitez pas à revenir, à nous rejoindre là, parce que vous êtes un petit peu loin. C'est quoi ça? On va me dire, c'est OK? Alors c'est pas un 2, 3 soleil, hop, on bouge plus à soleil. Hein. On pourrait le faire, c'est vrai. Oui, bien sûr. Oui, pense à te reculer un peu, Pascal, Muriel, parce que là, du coup, avec moi. tu passes devant la caméra de Antoine. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Alors, c'est parti. C'est bon, on peut démarrer. Alors, je vais essayer de bien articuler parce qu'on va parler d'une structure qui s'appelle Atousage. Je recommence. Atousage, fondée par Muriel Le DVA. 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 Voilà. Oui. Muriel, merci d'être avec nous ce matin. Je pense qu'on va parler d'un sujet important qui, à un moment ou à un autre, va nous toucher de toute façon, puisqu'on a tous des parents et effectivement, l'âge aidant, il faut trouver des solutions. Vous proposez un service extrêmement intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce service pour commencer? Alors, Atousage, c'est une entreprise de maintien à domicile par le portage de repas, l'entretien du cadre de vie et l'aide à l'autonomie sur Nantes et agglomération. Donc aujourd'hui, Atousage, c'est 25 salariés sur Nantes agglomération, mais je crois que je l'ai déjà dit. Ce qui est intéressant, on va faire un focus, on en a parlé tout à l'heure, sur l'année 2019. En 2019, vous avez décidé de vous challenger et de changer le modèle de votre structure. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui. Alors, 2018, 6 octobre 2018, voilà, c'était le jour de mon mariage et aussi où j'avais fermement décidé de changer de vie, d'arrêter ce que je vivais et je voulais vendre mon entreprise. Parce que, on a parlé de burn-out, parce que modèle très insatisfaisant, quand on fait du maintien à domicile, on a envie d'aider, d'apporter du bien et donc on n'a pas envie de se faire du mal. Chemin faisant, puisque je suis de nature volontaire et énergique, j'ai rencontré un mouvement, le collectif L'Humain d'abord, qui importe en France le modèle Birdsorg, le modèle des équipes autonomes. Et donc, suite à tout un cheminement, des rencontres, du partage, des lectures, du travail personnel aussi, j'ai décidé, le 3 juillet 2019, de sauter de l'avion sans savoir si le parachute allait s'ouvrir ou pas, et de transformer mon organisation, donc de passer de la structure classique verticale à une structure coopérative. Voilà, basée sur une inspiration, celle de Frédéric Laloux, les organisations réinventées où l'humain est au cœur de l'organisation. Donc ça suppose effectivement beaucoup de travail, beaucoup de cheminement. Et aujourd'hui, bien écoutez, j'ai le sourire, je travaille avec mes équipes et on est
dans une dynamique de refondation pour comment ? C'est un métier, alors on a tous entendu parler du maintien à domicile, les EHPAD, c'est un métier, le maintien à domicile et l'âge, le grand âge par notre société n'est pas reconnu. Hein, c'est pas sympa de vieillir et de se dégrader. Les métiers qui ont trait au grand âge ne sont pas reconnus et aujourd'hui, je dirais qu'ils sont même méprisés. Les professionnels sont méprisés, c'est un secteur qui est en crise. Alors, les professionnels du terrain sont en crise, mais aussi ceux qui conduisent des projets. Donc, comment faire ? Donc, j'ai choisi de changer, de transformer par l'intérieur pour se donner de la force et se reconnaître soi. Donc de donner la parole aux auxiliaires de vie pour valoriser leur travail par la formation, par l'accompagnement, par une écoute, une reconnaissance, un soutien particulier, de manière... et puis les inciter aussi à dire, à parler. Donc là, il y a de la communication. Donc la communication, pour nous, c'est quelque chose d'important. Parler du métier et lui donner une forme authentique. Parce que la com, c'est bien, le marketing, c'est bien, mais moi, je ne sais pas, voilà, j'aime bien il faut sortir les choses et que ce soit les auxiliaires, les salariés qui disent et que moi, je mobilise toute ma force, mon énergie, mes compétences pour leur donner les moyens de dire et d'être entendus. Donc ça veut dire que finalement, un des challenges que vous êtes obligé d'investir, c'est celui du recrutement. Alors justement, c'est quoi ? C'est votre intuition ? Comment ça se passe ? Eh bien, comment ça se passe ? Depuis le mois de janvier, je ne sais pas comment ça se passe, mais on a recruté 3 nouvelles personnes. Une personne que nous intégrons dans les effectifs, qui était à l'école de la deuxième chance, qu'on a recrutée lors d'une opération comme sur le terrain, le tram de l'emploi, qui a fait un stage et qui fait un apprentissage aujourd'hui. Donc voilà, on donne la chance aux jeunes, à des personnes qui sont d'origine étrangère et qui cherchent une intégration en France. On cherche tout type de personnes. Aujourd'hui, finalement, même si ce secteur n'est pas reconnu, mais c'est aussi pour des personnes qui sont en difficulté d'être une deuxième, une troisième chance, parce que c'est un métier magnifique, c'est un métier du cœur, c'est un métier où on est utile, qui redonne de la confiance, et ça permet d'intégrer des personnes qui ont perdu un emploi, des jeunes, d'être dans une entreprise familiale et dans un environnement, et puis de trouver sa voie, de retrouver la confiance, voilà. Et justement, donc c'est attractif. Voilà, vous vous appuyez sur une méthodologie intéressante par rapport à vos tutrices. Est-ce que vous mettez ça en place ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Les tutrices, alors nous avons des équipes autonomes. Nous avons 3 équipes autonomes d'auxiliaires de vie. Et la question de la formation est une question importante de la formation, du soutien, du coaching, je n'irai pas jusque-là, du soutien et l'accompagnement autour d'outils de formation qu'on utilise, des outils e-learning. Et donc, nos équipes autonomes ont chacune leur maître d'apprentissage, leur tutrice, pour accompagner ceux qui en ont besoin, de manière à ce qu'ils puissent échanger. Quand un intervenant à domicile est en face d'un bénéficiaire à son domicile, il y a des relations qui se tissent, des relations de cœur, mais aussi des relations de pouvoir. Tu fais ça comme ça, etc. Donc le métier disparaît un peu. Donc c'est pour ça que l'équipe est importante et qu'il y ait un expert, un tuteur, une maître d'apprentissage, c'est fondamental de manière à pouvoir justement valoriser et faire en sorte que l'expression et la construction du métier apparaissent. Et justement, donc là, vous avez révolutionné vos pratiques depuis 2019. Oui. Comment ça s'est passé toute cette période Ça a été un contexte un peu particulier. Comment assurer la continuité de service à un moment donné où ça a été un peu compliqué ? Vous avez fait comment ? Alors, c'est une question très intéressante parce que du point de vue social, du point de vue de la mobilisation de mon équipe sur le terrain, je n'ai rien fait, sinon être avec elle et faire face. Et je n'ai pas eu un arrêt maladie, je n'ai pas eu une défection. Toute l'équipe. Et ça, c'est de l'émotion pure parce que c'est pour ça que je suis avec elle. Parce que c'est formidable. C'est leur bénéficiaire et en aucun cas,
nos auxiliaires de vie, nos salariés auraient abandonné les bénéficiaires. Donc on a répondu à l'urgence, on a porté des repas. Voilà, on est intervenu dans les EHPAD quand on pouvait. Donc voilà, moi je ne peux faire qu'une chose, c'est de rebondir, développer le projet, communiquer, le consolider de manière à être là pour elles. Parce que franchement, sinon, c'est vrai que... elles en ont besoin. Et alors, le temps que vous réfléchissiez au mot de la fin, je vais raconter une petite anecdote. Il s'avère que j'ai une étudiante, puisque je suis professeur de français langue étrangère à l'international, un gros de mon activité est tourné vers l'US Air Force. Et effectivement, j'ai d'autres étudiants, dont une jeune Ukrainienne. Elle est infirmière en Ukraine. Elle arrive en France, et en France, elle se retrouve à travailler en EHPAD. Et elle se retrouve à travailler chez Orpea. Et là, dès que le scandale arrive, eh bien, elle téléphone à Orpea en leur disant qu'effectivement, tout ce qui a été dit dans la presse est absolument vrai, puisqu'elle a assisté à des aberrations. Et effectivement, quand j'ai vu votre activité, elle a été surprise des maisons de retraite parce que ça n'existe pas en Ukraine. Ça n'existe pas. On maintient un domicile le plus longtemps possible. Donc, elle était surprise de ce qu'elle pouvait voir sous ses yeux. Et donc... donc là, elle veut repasser le concours d'infirmière en France, puisqu'elle était infirmière. Je ne sais pas quel conseil on pourrait donner à cette personne-là qui arrive en France, peut-être de se tourner vers votre structure, vers des structures d'accompagnement au domicile. Un de mes objectifs d'action pour le recrutement, c'est justement de rencontrer des associations pour l'accueil d'étrangers. La question ukrainienne, effectivement, j'y ai pensé. Et c'est effectivement comment est-ce qu'on peut... Pour moi, à tous âges, l'entreprise, c'est une plateforme pour accueillir, pour renforcer et prendre son envol. On ne va pas forcément être auxiliaire de vie à durée indéterminée toute sa vie. Mais voilà, c'est donner son cœur, se professionnaliser, contribuer de manière... Prendre sa part. C'est l'histoire du colibri, ça. Prendre sa part pour faire que le projet collectif avance. Donc, rencontrons-nous. Merci beaucoup. Alors le colibri sera peut-être votre mot de la fin, puisque en fait nous sommes rue des colibris ici, et c'est un petit symbole qu'on connaît tous. Merci beaucoup Muriel, c'était vraiment très agréable de vous entendre. Merci. Merci. Et maintenant, nous allons appeler pour Caroline. L'interview de la fin. Voilà. Est-ce qu'on change de côté, c'est possible ou pas? Ou on reste comme ça? On reste comme ça, donc vous êtes OK. Alors, c'est intéressant que Caroline conclue notre émission. Merci. Donc, vous me direz. Donc, c'est intéressant que Caroline conclue l'émission par rapport à la thématique qu'on va aborder. C'est bon? Ouais. Donc, Caroline Saunier, vous allez nous présenter ce matin Enoya Éducation. Donc c'est un concept effectivement extrêmement intéressant et donc c'est la démarche qui va effectivement nous intéresser. Puis dans un deuxième temps, je pense que vous nous parlerez un petit peu aussi de vous, puisque d'abord la place à la structure Enoya. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, s'il vous plaît? Alors Enoya, ça émane d'un constat. On est 6 cofondateurs qui avons fait le constat d'une augmentation des risques pédopsychiatriques et des troubles du sommeil, de l'anxiété chez les jeunes, un gros manque de confiance et des dépressions qui se développent, encore plus avec la crise sanitaire. Et donc, on a décidé de construire un parcours de connaissance de soi et de compréhension des autres pour les collégiens et les lycéens, qu'on embarque par classe avec les professeurs et le système éducatif, pour que toute cette dynamique de développement personnel, elle soit dans le cadre d'un collectif. Et donc, Enoya, ça veut dire quelque chose? Ça veut dire sens. Voilà. Ça veut dire sens en grec, et ça veut dire redonner du sens, réécouter ses sens, redonner du sens, une direction, redonner un sens, une signification. Donc c'est vraiment le mot qui correspondait parfaitement, et ça sonnait bien. Alors,
est-ce qu'on peut parler déjà des établissements qui ont commencé à vous faire confiance? Parce que c'est des profils d'établissements un petit peu différents, mais c'est pas n'importe quel établissement finalement. Non, les premiers ont été ceux qui étaient déjà à l'écoute de leurs jeunes, les lycées agricoles, les lycées professionnels, des lycées généraux aussi dans le secteur privé. Et en fait, on a souvent des gens qui sont à l'écoute de leurs jeunes et déjà dans l'attention, déjà dans la bienveillance et plus dans la dimension d'écouter la singularité des jeunes. Alors, un des maîtres mots, c'est l'éducation positive. Ouais. Alors, comment vous amenez ça? Déjà, on apporte aux jeunes énormément de forces qui le composent. On va avoir des ateliers qui vont définir les forces que le jeune peut avoir en lui et dont il n'a pas encore conscience. On va passer par un 360, par exemple. Le 360, c'est un outil qu'on utilise et qu'on envoie aux parents pour que le jeune, c'est un petit questionnaire que les parents vont remplir avec d'autres adultes étayants pour l'enfant, ceux qui ont été des coachs sportifs, un parrain, une marraine, un grand-père, qui va remplir le questionnaire et le jeune va le réceptionner pendant l'atelier. Et là, ça fait un boost de dopamine pour le jeune qui fait que, ok, j'ai ces forces-là, je pars avec un socle, je pars avec une base et je peux me construire sur ça. Et les jeunes ont souvent tendance à pas connaître leurs forces. Donc ça, c'est vraiment un des ateliers phares qui leur fait du bien. Il y a l'atelier qui est l'action dont je suis fière, il y a les intelligences multiples, les natures multiples. Donc on va aller chercher et puiser dans tout le meilleur de l'état de l'art du développement personnel. Et là, on n'est pas vraiment dans l'orientation, mais plutôt dans la préorientation. Vous insistez sur le fait qu'il faut travailler en amont. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Dire à un jeune, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? C'est un peu démarrer avec une jambe en moins, je dirais, parce que je veux bien aller vers un endroit, mais je ne sais pas d'où je viens. Et je ne sais pas de quelle base je pars. Et donc, quelles sont mes forces? Ça veut dire, voilà, de quoi je pars? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi? Quelles sont mes envies, mes rêves? Quelles sont les valeurs qui me composent? C'est quoi un besoin et comment j'écoute l'autre pour communiquer avec lui? Donc, tous ces éléments, toutes ces dimensions-là, on les évoque avec les élèves. Ce qui fait que, par la suite, quand on leur dit, voilà, quel est l'environnement favorable dans lequel tu veux aller? Quel est l'écrin qui va mettre en valeur ta perle? Alors justement, on parlait de la perle. La démarche du questionnaire 360 degrés, elle est tournée vers, en priorité, les parents. Mmh. Alors est-ce que justement, ce questionnement que vous leur proposez, c'est peut-être la première fois finalement qu'ils se retrouvent face à ce questionnement? Oui, souvent, mais en même temps, les parents ont envie d'aider leurs enfants, ont envie de construire. Et là, on offre une bulle, un temps, un espace-temps dans lequel les parents vont pouvoir évoquer avec le jeune ses forces, ses talents. C'est quelque chose qu'on a souvent tendance à entendre de la part des élèves. Voilà, j'en parle jamais avec mes parents parce qu'on n'a pas le temps, parce que la course après la montre s'engage, ou alors j'en parle pas avec mes amis parce que c'est des sujets qu'on n'évoque pas, on préfère évoquer, être dans l'humour ou ce genre de choses-là. Et ce temps construit dans le cadre de l'établissement scolaire vraiment pose les choses et est porté dans le collectif, est porté par tout le monde. Un développement personnel, s'il est unique et individuel, peut être très puissant, mais replongé dans le collectif peut avoir cet effet un peu alien. En fait, toi, tu es vachement à l'aise dans tes baskets, mais moi, je me sens pas bien. Donc, voilà, il y a vraiment cette... Et donc, l'objectif, c'est d'embarquer tout le monde, d'embarquer l'ensemble de la classe pour qu'elle se développe ensemble. Alors, vous parlez du ensemble, et a priori, c'est aussi votre maître mot en tant que responsable de réseau. C'est un réseau qui finalement intervient. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, le fait que vous soyez coach, et puis justement, comment vous animez ce groupe? Alors moi, je viens du milieu de l'enseignement supérieur et j'ai découvert des jeunes qui étaient vraiment dans une dynamique de méconnaissance d'eux-mêmes. Et je me suis dit, comment on fait pour aller toucher un maximum de monde et pas juste du one-to-one. Et on a construit une communauté de coachs.
on a construit ce réseau pour que chaque coach puisse s'approprier le parcours qu'on a construit, qui est un nombre d'ateliers qui se suit. Et on a fait en sorte que chacun des coachs puisse aller chercher dans son réseau, dans son territoire, les collèges, les lycées qui leur correspondent. Et par rapport à ça, c'est juste une manière du mot de la fin. Donc vous n'êtes pas une personne qui est de cette région. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez découvert en venant par ici? Moi, je trouve que la dynamique est assez puissante. Il y a vraiment un engouement de l'humain qui est forte, de l'authenticité. Je trouve qu'on n'est pas du tout dans le paraître, on n'est pas du tout dans le personnage, chose qu'on nous impose depuis longtemps. J'ai le personnage de la maman, j'ai le personnage de la femme active, dynamique. Et ben non, en fait, je suis la même du début à la fin de ma journée. Je ne change pas. Je disais tout à l'heure, si j'avais pu, je viendrais en basket. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important dans ce réseau que je vois très dynamique avec les femmes de Bretagne, avec les rendez-vous économiques. C'est un réseau authentique et présent pour les autres. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça va inciter Philippe à venir dans le vignoble, à s'expatrier un petit peu dans les pourtours de Nantes. Merci beaucoup de nous avoir présenté la méthode Enoya. Caroline Saunier, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Caroline. Une belle interview encore menée de main de maître par Pascal. Merci Pascal. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Alerte rouge. Le mot de la fin. Devant la caméra. Et moi je reviens. Comme si de rien Mais n'était. quel est le mot de la fin? Alors, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est plaisir. Hein. Vraiment, c'est le mot qui me vient le plus souvent à l'esprit. Si ma journée était bonne, c'est j'ai pris du plaisir. Si je suis ici, c'est que c'est avec plaisir. Et c'est vraiment ce terme qui, moi, me fait avancer. Donc, je souhaite que tout le monde puisse vivre dans le plaisir. Parfait. Merci beaucoup. Pascal, tu voulais dire un mot de la fin, peut-être? Alors, le mot de la fin, ça peut être juste être le son. Tu vois, tu peux dire un mot de la fin en regardant la caméra. C'était un plaisir partagé. Merci. Plaisir partagé. Bon, merci en tout cas à Pascal pour les interviews. Donc là, ça va être la fin de l'émission. Je vais revenir juste sur quelques points. L'émission, comme je vous l'ai dit au tout début, elle est produite exclusivement par ses partenaires. Alors, pourquoi devenir partenaire des rendez-vous économiques? La question que me pose souvent Jacques, et je t'en remercie, tu allais certainement me la poser, en tout cas, j'avais imaginé que tu allais me la poser. Alors donc, c'est l'occasion de découvrir, d'échanger avec d'autres entrepreneurs, d'être présent sur un reportage vidéo. Donc un reportage vidéo va être réalisé sur cette matinale, il fera entre 7 et 8 minutes, et c'est l'occasion d'avoir des extraits d'interviews et puis de se revoir tous ensemble. Vous allez pouvoir bénéficier de nombreuses interviews exclusives sur votre activité. À chaque interview, chaque vidéo, c'est l'occasion de mettre en avant justement un événement, un atelier, une activité ou période de promotion, pourquoi pas. Vous repartez évidemment avec votre vidéo, vous êtes propriétaire des droits d'exploitation et de diffusion de la vidéo. Vous pouvez devenir lieu d'accueil et obtenir un reportage comme ici, le Cowork Notre-Dame. Vous pouvez aussi, c'est l'occasion de développer sa notoriété. La vidéo va vous aider à développer la notoriété, en plus des réseaux sociaux évidemment. Apprendre à utiliser les outils numériques, devenir conférencier, pourquoi pas, sur une spécificité, puisque chaque partenaire peut avoir un moment à lui de 5 minutes, comme Alexandre Godard, notre Monsieur Cinéma, ou d'autres personnes peuvent avoir leur moment uniquement devant la caméra. Alors, les prochaines dates, puisqu'on a des émissions toutes les 2 semaines, donc le 8 avril, on va se retrouver à l'imprimerie Goubeau, qui est à la Chapelle-sur-Erdre, et le thème, ce sera « Valeurs et culture d'entreprise, quel levier de performance ?» Et puis, le 22 avril, on sera à l'espace Coéthique, à la Chapelle-sur-Erdre également, et on sera sur le thème du bien-être, puisque justement, c'est un espace de coworking éthique sur le bien-être. Merci à vous, et merci beaucoup. Merci. C'est la fin de l'émission. On peut couper les caméras et vous pouvez reprendre un café. Merci.